Merci, merci beaucoup. Alberto Banay, votre analyse de la crise. Oui, d'abord je vous remercie de cette invitation à ce débat et dans votre faculté, donc je remercie le doyen, je remercie M. Quentin et bien sûr le laboratoire. Et pour me dédommager, je vais m'exécuter et faire ce que tu as demandé, c'est-à-dire faire un état des lieux. Depuis 2008 jusqu'en 2013, l'économie mondiale a grandi de 17%. Mais, disons, les résultats ont été assez mitigés. Les pays de l'Asie en développement ont eu une croissance cumulée de 45%, les pays de l'Afrique subsaharienne de 29%. Donc, si les pays en développement ont eu cette croissance si forte, ça veut dire évidemment que les pays avancés ont eu une croissance plus faible. Et en tant qu'économistes, nous savons que cela est physiologique, car il y a un phénomène qui s'appelle le rattrapage, qui fait que les économies en voie de développement aient une croissance plus rapide. Mais là, on a un tout petit peu exagéré. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère que l'Union européenne se trouve en 2013 avec le même revenu qu'elle avait en 2008, donc la croissance a été zéro. Et si on fait un état des lieux de la crise, il faut quand même reconnaître que la zone euro a eu des problèmes, parce que en 2013, après la crise qui, comme M. Gauzès justement nous rappelait, a été importée des États-Unis, nous nous trouvons avec un PIB de la zone euro qui est le seul à être encore plus bas par rapport à 2008. Nous avons moins 1,6. Je vous rappelle que les États-Unis ont plus 5 par rapport à 2008 en 2013, et que le Japon, qui a eu un petit accident nucléaire qui s'est passé lorsque j'étais ici visiteur en 2011, a néanmoins réussi à avoir une croissance de plus 1 par rapport au début de la crise. Donc il y a une anomalie de la zone euro, il ne faut pas la renier, il ne faut pas l'ignorer. Il est nécessaire d'en prendre acte. Je dirais qu'en termes très généraux, cette réponse décidément faible, inefficace à un grand choc extérieur, dont M. Gauzès nous rappelait l'origine, donc les Lehman Sisters ou Brothers, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui venait d'Amérique, nous évoque un problème. Il y a évidemment dans les systèmes européens une rigidité qui empêche à l'économie européenne de réagir d'une façon optimale aux défis que la mondialisation et la financiarisation de l'économie nous lancent. Pourquoi serions-nous les seuls qui avons subi ce choc sans nous redresser ? Cette rigidité peut avoir différentes origines. Moi, j'estime qu'il peut y avoir des rigidités dans les règles économiques. C'est une vue qui est de plus en plus partagée. Et quand je dis règles économiques, je ne dis pas seulement les règles monétaires, mais je dis aussi les règles fiscales, par exemple. Il pourrait aussi y avoir des rigidités dans la gouvernance politique. Lorsque M. Alberto Alesina, qui enseigne à Harvard, en 1997, se demandait quelle est la motivation rationnelle d'une union économique, dans un monde qui est de plus en plus mondialisé, il établissait très clairement une alternative. Pour survivre dans la globalisation, soit vous êtes petit et flexible, donc vous réagissez d'une façon plus efficace aux défis, au changement de panorama mondial, soit vous êtes très grand, et dans ce cas, vous profitez du fait d'avoir un grand marché intérieur. Et donc, s'il y a un choc, si les Américains s'avisent de donner de l'argent à des gens qui ne sont pas à même de le rendre, et de ce fait, leur économie s'écroule, ça ne vous fait rien parce que vous avez toujours un grand marché, beaucoup de consommateurs, beaucoup d'investisseurs qui permettent la survie de votre économie. Alors, il me semble que la situation que nous vivons à présent est une situation d'une Union européenne qui est un peu un monstre avec 27, 28 têtes qui parlent 23 langues, donc qui ne se comprend pas entre eux, les têtes de ce dragon. Ce n'est pas les maximums de la flexibilité politique, on doit quand même se l'avouer, et ce n'est pas certainement de la faute aux élus, mais c'est un peu la faute aux institutions qu'il faudrait peut-être reconsidérer dans leur processus décisionnel. Et en même temps, il faut dire que les politiques déflationnistes qui ont été imposées, ce sont des politiques qui ont détruit le marché intérieur.
européen, qui était en effet la raison même pour laquelle nous nous étions unis. Donc là, il y a un point important sur lequel, par contre, je me démarque de M. Gauzès, et je ne suis pas le seul, c'est-à-dire je ne suis pas en compagnie de M. Gauzès, mais je suis en compagnie de M. Vittor Constantio, qui est le vice-président de la Banque Centrale Européenne. Il faut quand même reconnaître que l'origine de la crise vient des États-Unis, mais que la spécificité européenne, et non seulement européenne, n'était pas celle d'avoir des finances publiques pourries, si vous me permettez ce mot un peu jargon, mais c'était une énorme accumulation de dettes privées qui avait été favorisée par la grande mobilité des capitaux à l'intérieur de la zone euro. Ce sont des dettes privées avec des créanciers étrangers qui ont mis en crise l'Union européenne. Et je vous fais un constat très simple. Pourquoi Mme Merkel se préoccuperait-elle de la dette, par exemple, des Espagnols, si c'était de la dette publique vendue par le gouvernement espagnol aux Espagnols? Pour un souci de moralité? Mais non, c'est que la dette espagnole est surtout une dette de consommateurs et entrepreneurs espagnols avec les banques allemandes, et c'est pour cela que Mme Merkel se préoccupe. Il est clair, nous on l'aime, on l'estime en tant qu'ayant la responsabilité du gouvernement d'un pays qui est très important pour l'Union européenne, et il faut bien reconnaître que dans sa qualité de chef d'un pays, elle a aussi le droit de soigner ses intérêts, et si elle intervient dans la dette des autres pays, c'est parce que les dettes de ces pays, ce sont des créances du sien, donc elle a fait bien d'intervenir dans ce sens. Ceci est d'autant plus aisément vérifiable que si vous regardez les pays qui ont, pour ainsi dire, malheureusement connu la crise avant les autres, il est très simple de vérifier. Vous allez au site du Fonds monétaire international et vous verrez que l'Irlande, l'Espagne, même le Portugal avaient des dettes publiques très faibles, bien au-dessous de 60%, le Portugal légèrement au-dessus. Et aussi, vous constaterez que, comme l'a évoqué justement M. Gauzès, les dettes publiques, par contre, qui, comme je viens de vous dire, ne sont de toute évidence pas la source de problème, même qu'elles sont en train de devenir un problème, augmentaient en France et Allemagne, donc dans les pays vertueux, j'ai mis hier sur mon blog les données, alors qu'elles diminuaient même en Italie, qui est un pays très connu dans tout le monde pour le haut niveau de corruption à tous les niveaux. Je ne vais pas évoquer maintenant des anecdotes qui ne siéraient pas bien dans un milieu universitaire. Mais bon, néanmoins, tout en ayant un Premier ministre qui aimait les jeunes filles, nous avons réussi, dans les premières 10 années de la zone euro, à faire diminuer le rapport dette-PIB de 10 points. De 10 points. Alors qu'en Allemagne, il a monté de 6 points. Donc, je crois qu'il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'ils ont fait les marchés financiers privés. Et je termine sur un constat très simple et où j'aimerais interpeller M. Gauzès en tant qu'homme politique libéral. Je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a eu un abus de confiance, et ça même des gens comme M. Pisani-Ferry l'ont reconnu, un abus de confiance dans le pouvoir du marché de se régler soi-même. Et en même temps, si vous y faites attention, donc la construction européenne est très intéressante parce que d'un côté, elle fait énormément confiance au marché financier et d'un autre côté, elle est extrêmement méfiante vers le marché du change. Si fait qu'on a vu dans le fait de bloquer les taux de change entre les pays membres quelque chose de positif. Alors ça ne m'étonne pas lorsque je parle avec un penseur ex-marxiste qui aujourd'hui, ils défendent tous l'euro, parce qu'eux, ils sont habitués à une économie où les prix sont planifiés, et d'ailleurs aussi à une économie qui s'écroule. Ça leur est absolument, disons, habituel. Mais un penseur libéral devrait plutôt penser que les prix donnent des signaux utiles, donc aussi le taux de change. Et il faut dire que la littérature économique récente montre que les signaux que le taux de change donne sont des signaux très importants, qu'il est un peu dangereux de négliger. Je parlais trop, je m'excuse. Voilà. Non, non, mais du coup, peut-être que vous voulez répondre éventuellement à cette analyse.